Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser à la mécanique des fluides, c'est-à-dire à la description de certains fluides. L'étude se fait par deux approches différentes. La première, c'est une approche lagrangienne, c'est-à-dire que l'on suit une particule de fluide, c'est-à-dire un système fermé, se déplaçant au gré de l'écoulement. Et donc, il sera possible de suivre la pression de cette particule M, la vitesse, qui sera alors la dérivée par rapport au temps de sa position, ou encore sa masse volumique, sa masse, qui est constante puisque c'est un système fermé, divisé par son volume. Une autre approche est l'approche eulérienne, qui met en jeu la notion de champ. On ne suivra pas la particule de fluide au gré de son mouvement, mais on posera notre regard à une position R fixée, et à ce moment-là, on verra toutes les particules de fluide au cours du temps qui passent à cet endroit-là. On va alors définir différents champs, le champ des pressions, le champ des vitesses, décrivant l'écoulement, ainsi que le champ des masses volumiques, ρ. On va alors étudier deux types de situations. La première situation, c'est la statique des fluides. La statique des fluides correspond à lorsque le champ des vitesses est égal à 0 à n'importe quel instant t et à n'importe quel endroit petit r où on observe l'écoulement. Dans ce cas, la pression, le champ de pression dans le fluide est donné par gradient P est égal à ρg. Il s'agit de la relation fondamentale de la statique des fluides. Gradient P est égal à dρ P sur dρ x sur la première coordonnée, dρ P sur dρ y sur la deuxième, et dρ P sur dρ z sur la troisième. Et le membre de droite, ρg, eh bien, nous aurons 0, 0, moins ρg si l'axe z est vers le haut, et plus ρg si l'axe z est vers le bas. On se rappelle alors de l'expression générale du gradient d'un champ scalaire. Sur la première coordonnée, dρg sur dρ x, sur la deuxième, dρg sur dρ y, sur la troisième coordonnée, dρg sur dρ z. Dans le repère cartésien, on note également gradient g comme étant égal à nabla g, l'opérateur nabla étant dρ sur dρ x, dρ sur dρ y, dρ sur dρ z sur chacune des trois coordonnées de cet opérateur vectoriel. Dans ce cas, nous avons la dérivée par rapport à x et par rapport à y qui vaut 0, donc la pression ne dépend ni de x ni de y. Et ensuite, dp sur dz sera égal à plus ou moins ρg. Passons à l'étude du ρ, la masse volumique. On sait que lorsqu'on se place au niveau d'un liquide, le modèle que nous allons appliquer est le modèle de la phase indilatable incompressible. Dans ce cas-là, nous allons avoir une masse volumique qui sera égale à une constante. La relation fondamentale de la statique des fluides nous permettra ainsi d'étudier la pression en fonction de z. dp sur dz est égal à ρg. Donc dp est égal à ρg fois dz, et finalement la variation de pression entre deux positions va être égale à ρg fois delta z. Donc dans un liquide, lorsqu'on étudie deux points situés à deux hauteurs différentes, eh bien P2 moins P1, la différence de la pression la plus grande moins la pression la plus petite, est égale à ρgh. Attention, cette loi n'est valable que si on est dans le même liquide, lorsque ce liquide est statique. Bien sûr, dans un référentiel galiléen. Passons au cas de la statique dans les fluides de type gaz. Ces fluides sont compressibles. On se souvient du modèle du gaz parfait, PV est égal à nRT, donc ça signifie que lorsque la pression augmente, le volume va diminuer. L'exemple vu dans le cours est celui de l'atmosphère isotherme. Dans ce cas-là, dp sur dz est égal à moins ρg si on prend z vers le haut. En utilisant la relation des gaz parfaits, on obtient que ρ est égal à m sur v, qui est égal à la masse molaire 28,9 g par mol fois la pression divisée par RT.
Ainsi, la relation fondamentale de la statique des fluides serait écrite comme une équation différentielle de la pression par rapport à Z. dP sur dZ plus mg sur RT fois P est égal à 0. Équation différentielle du premier ordre, on connaît l'expression de la solution. P est égal à lambda exponentielle moins mgz sur RT en considérant que la température est constante. Pour déterminer le lambda, on utilise les conditions aux limites. À z égale 0, la pression elle vaut 1,013 fois 10 puissance 5 pascal. Ainsi, le lambda est égal à cette valeur-là. Pour finir de décrire le champ des pressions dans le cas de la statique des fluides, il nous faut une dernière relation qui est ce que l'on appelle la continuité des pressions. Cette continuité des pressions nous permet d'avoir accès à des conditions limites. À l'interface entre deux fluides, nous avons une continuité des pressions, c'est-à-dire que la pression en 1 va être égale à la pression en 2 de part et d'autre de l'interface. Continuons à étudier les fluides et cette fois-ci, considérons la deuxième situation qui est lorsque le fluide s'écoule. Il va y avoir donc un champ des vitesses qui va être donné par une fonction vectorielle v de x, vy, vz étant ses composantes, dépendant des coordonnées d'espace r et de la coordonnée de temps t. On va définir ce que l'on appelle les lignes de courant. Ces lignes de courant sont des courbes qui sont dans l'espace tangents au champ des vitesses. Pour obtenir les équations de ces lignes de courant, il va falloir résoudre les équations dx sur vx est égal à dy sur vy est égal à dz sur vz, avec vx, vy, vz, chaque coordonnée du champ des vitesses. Lorsqu'on étudie l'écoulement d'un fluide, on a accès à ce que l'on appelle une loi de conservation. En effet, puisqu'il n'y a pas apparition ou disparition de matière lors d'un écoulement, eh bien, il y aura une relation mathématique qui reliera le champ des vitesses V et le champ des masses volumiques ρ. Cette relation s'appelle la loi de conservation de la masse et qui est donnée par d rond ρ sur d rond t plus divergence de ρ V est égal à 0. Pour obtenir cette relation-là, nous avons fait ce que l'on appelle un bilan de masse à l'échelle mésoscopique. Cette relation fait intervenir un deuxième opérateur, la divergence, qui est défini comme le produit scalaire entre l'opérateur nabla et le champ des vitesses considéré, ici ρ fois v, et on aura alors la dérivée par rapport à x de la composante du vecteur plus la dérivée par rapport à y de la composante selon y du vecteur, plus d rond sur d rond z de la composante selon z du vecteur. On se rappelle de l'expression générale de la divergence d'un champ des vecteurs G comme celui-ci. On réécrira cette divergence comme nabla scalaire le champ des vecteurs G. Et on obtiendra dans le repère cartésien d rond gx sur d rond x plus d rond gy sur d rond y plus d rond gz sur d rond z. À une dimension, on a d rond ρ sur d rond t plus d rond ρ v sur d rond x qui est égal à 0. Elle nous a permis de définir ce que l'on appelle le débit massique, le débit massique étant donné par delta m sur dt qui est égal à l'intégrale sur la surface de ρ v ds. Ce débit massique est donc obtenu en faisant l'intégrale sur une section S perpendiculaire à l'écoulement, principalement, orientée par un vecteur normal petit n, et nous avons également déterminé un débit volumique, delta V sur dt, qui lui est donné par la double intégrale sur la surface S de V scalaire ds. On se rappellera alors que la vitesse moyenne d'écoulement de notre fluide est donnée par le débit volumique divisé par sa surface. On va maintenant s'intéresser à différents types d'écoulement. Le premier écoulement qui va nous intéresser, l'écoulement stationnaire, c'est-à-dire que lors d'un écoulement stationnaire, les champs ne dépendent pas du temps petit t. On a donc des champs qui ne dépendent uniquement que des variables de position x, y, z dans le repère cartésien.
à l'échelle mésoscopique, c'est-à-dire au niveau des champs vectoriels, on voit que la divergence de ρv sera égale à 0. Maintenant, lorsque l'on se place à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire à une échelle où on s'intéresse au débit, et bien cette fois-ci, le débit massique est égal à une constante le long de l'écoulement. Dans ce cas, on aura alors un débit massique constant, ce qui signifiera que, par exemple, lorsqu'on a une augmentation de la section d'une canalisation, eh bien, qu'est-ce qui sera constant le long de cet écoulement stationnaire? Ça sera QM1 qui sera égal à QM2 qui sera égal à QM3. Une autre situation possible est lorsque la canalisation se dédouble au niveau d'un croisement par exemple. Alors là, cette fois-ci, QM1 sera égal à QM2 plus QM3 lorsque l'écoulement se fait de la gauche vers la droite. On s'intéresse maintenant à un deuxième type d'écoulement qui est l'écoulement incompressible. Dans ce cas-là, soit on étudie un liquide, alors l'écoulement sera nécessairement incompressible, condition de ne pas être à des vitesses beaucoup trop grandes, soit on est dans un gaz et alors là il faudra faire attention, certains cas c'est compressible, d'autres cas c'est incompressible. La définition d'un tel écoulement occasionne que la masse volumique des particules de fluide est constante tout au long de l'écoulement, c'est-à-dire du déplacement de cette particule de fluide. Il y aura des conséquences, que cela soit à l'échelle mésoscopique, dans ce cas-là, divergence de V est égale à 0, et également à l'échelle macroscopique, où cette fois-ci ce n'est pas le débit massique qui est constant le long de l'écoulement, mais bien le débit volumique, delta V sur dt. Exactement comme pour l'écoulement stationnaire, on aura des conservations du débit, cette fois-ci, volumique. QV1 sera égal à QV2 sera égal à QV3 dans le cas de gauche, et QV1 sera égal à QV2 plus QV3 dans le cas de droite. Dernier type d'écoulement, c'est l'écoulement irrotationnel. Alors, lorsque un écoulement est irrotationnel, les particules de fluide ne tournent pas sur elles-mêmes. Cela va avoir une conséquence à l'échelle mésoscopique. Le rotationnel de V est égal à 0. Je vous rappelle l'expression du rotationnel d'une grandeur vectorielle, donnée ainsi dans les différents repères. À partir de là, il va être possible de définir ce que l'on appelle le vecteur tourbillon, dans le cas où l'écoulement n'est pas irrotationnel. On définit alors oméga comme étant égal à 1/2 du rotationnel de V. Alors, ça voudra dire que les particules de fluide tournent sur elles-mêmes selon le vecteur tourbillon, qui est l'analogue du vecteur vitesse angulaire que nous avons vu dans le cas des points matériels. Donc, les particules de fluide tourneront à la vitesse θ point égale la norme de oméga, autour de l'axe porté par le vecteur oméga, et dans le sens qu'indique la main droite. Je vous rappelle, on indique avec le pouce la direction du vecteur oméga, et les 4 doigts nous indiquent dans quel sens tournent les particules de fluide.